Juin 1942. Des appareils décollent d'un porte-avions américain près de Midway pour engager le combat avec les forces navales de l'Empire du Japon. Octobre 1944. Les canons grondent dans le golfe de Leyte au large des Philippines. C'est la toute dernière fois que deux flottes de guerre s'affrontent directement. Deux batailles à 2 ans d'intervalle, mais des tactiques et une technologie totalement différentes. Vaincre la flotte de combat de l'ennemi pour s'assurer la maîtrise des mers a toujours été la clé de la guerre navale. La victoire apporte la domination sur l'eau. La défaite expose au plus grand danger. La stratégie et l'engagement naval. « 9 avril 1942. Les soldats japonais célèbrent une série de victoires ininterrompues dans le Pacifique. Leur attaque surprise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, a quasiment anéanti la flotte américaine du Pacifique. Ils occupent presque toute l'Asie du Sud-Est et ont établi un périmètre défensif autour des îles du Pacifique Centre. Mais en moins d'une semaine, les Japonais subissent une humiliation cuisante. Le 18 avril 1942, 16 bombardiers B-25 Mitchell, commandés par le colonel Jimmy Doolittle, décollent d'un porte-avions américain ayant échappé de peu à la destruction à Pearl Harbor pour aller bombarder le Japon. L'effet de surprise est total. À Tokyo, des bombes tombent près du palais de l'empereur. Sa vie est en danger. Pour le haut commandement japonais, c'est le comble du déshonneur. L'amiral Hirozoku Yamamoto, commandant de la flotte impériale japonaise, fait route rapidement vers le Pacifique Nord pour aller fermer la brèche par laquelle sont passés les bâtiments américains et pour les détruire. Comment vont-ils utiliser leur écrasante supériorité navale pour réussir ce plan ambitieux ? 2 ans et demi plus tard, la situation qu'affrontent les successeurs de Yamamoto est très différente. À ce stade de la guerre, la marine américaine surclasse la marine japonaise à tout point de vue. En octobre, les forces américaines débarquent dans l'île de Leyte aux Philippines. Le Japon risque d'être coupé du pétrole et des matières premières d'Asie du Sud-Est, dont dépend sa machine de guerre. L'amiral Takeo Kurita, commandant de ce qui reste de la flotte de surface impériale, reçoit l'ordre de détruire la force de débarquement de Leyte pour stopper l'invasion. Comment peut-il réussir contre la marine la plus puissante du monde? En 1942 comme en 1944, la stratégie choisie est l'engagement naval. La guerre navale est très différente de la guerre terrestre. Les commandants et les stratèges de la marine suivent d'autres règles. Certains facteurs à prendre en compte lorsqu'ils planifient un engagement naval peuvent sembler similaires, mais il y a en général des différences significatives. Comme toujours, un objectif clair est la première exigence. Une flotte puissante peut vouloir attaquer l'ennemi, alors qu'une flotte plus petite tente d'éviter la bataille. Une flotte de guerre coûte terriblement cher. On ne la met pas en danger sans nécessité. La première tâche d'une flotte de guerre, c'est de s'entretenir, de préserver sa puissance, de s'assurer qu'elle est bien la flotte la plus redoutable des océans. Trouver et fixer. Étant donné la taille des mers et des océans, trouver la flotte ennemie et la fixer, s'en rapprocher suffisamment pour se battre, est toujours difficile. La technologie. La flotte de guerre représente toujours la pointe de la technologie d'une nation. L'évolution des techniques peut entraîner une rapide obsolescence et le désastre si les planificateurs ne s'adaptent pas. Tactique et entraînement. Une technologie sophistiquée est inutile si les commandants l'utilisent à mauvais escient
ou si les équipages ne savent pas s'en servir. Saisir l'occasion. Une flotte de guerre peut chercher son adversaire pendant des semaines. Et puis soudain, l'ennemi est à l'horizon. L'une des qualités qu'un commandant de flotte de guerre doit exiger et transmettre aux hommes sous ses ordres, c'est la capacité à réagir rapidement. Car lorsqu'il se passe quelque chose en mer, ça se passe très vite. Fin de partie. Un commandant doit savoir quand poursuivre son avantage et quand se retirer. Parce que la première règle de la guerre navale est de préserver la puissance de sa flotte, il arrive parfois que même une flotte supérieure doive rompre le contact et se retirer. La première exigence de l'engagement naval est d'avoir un objectif d'une clarté absolue. En avril 1940, la mission d'Isoroku Yamamoto et de ses planificateurs est simple. Achever le cordon protecteur autour du nouvel empire du Japon et achever la destruction de la flotte américaine du Pacifique. Mais leur stratégie est complexe. À l'extrême ouest, un groupe doit prendre les îles Aléoutiennes. Elle sera couverte par une force de frappe de 2 porte-avions. Une deuxième force de frappe de 4 porte-avions, commandée par l'amiral Shuichi Nagumo, attaquera Midway. Ensuite, une force d'invasion occupera l'île de Midway, soutenue par 2 cuirassés et un porte-avions léger, eux-mêmes appuyés par Yamamoto avec 3 cuirassés, dont le puissant Yamato. Ce monstre de 70 000 tonnes et son frère le Musashi sont les plus grands cuirassés jamais construits. Armés de 9 canons de 45 mm, ils surpassent de loin leurs adversaires américains. Leur blindage massif et leur énorme batterie de DCA devraient les protéger des attaques aériennes. Yamamoto s'attend à ce que son attaque attire les derniers porte-avions américains. Il stationne des sous-marins à l'ouest de Pearl Harbor pour les surveiller. Les 2 porte-avions dont Yamamoto pense qu'ils sont les derniers de la flotte du Pacifique devraient être pulvérisés par ces 8 porte-avions et ces 6 cuirassés. Tout dépend de la manière dont l'adversaire de Yamamoto, l'amiral américain Chester Nimitz, mordra à l'hameçon. Et cela pourrait ne pas arriver car Nimitz a un objectif simple, se tenir loin du danger. Le premier but des Américains à Midway est de survivre. Le deuxième est de prouver qu'ils peuvent infliger une défaite, même petite, à la marine impériale japonaise. Néanmoins, c'est avec de grands espoirs que la flotte combinée de Yamamoto prend la mer au début du mois de juin. Nimitz oppose à la puissante flotte japonaise un porte-avions de plus que ce qu'escompte son adversaire. Le Lexington a été coulé un mois plus tôt dans la bataille de la mer de Corail, mais le Yorktown, gravement endommagé, a réussi à rallier Pearl Harbor. Les réparations, qui auraient demandé des semaines en temps de paix, sont effectuées en 48 heures. Le Yorktown reprend la mer pour rejoindre le Hornet et l'Enterprise, que Nimitz a positionné au nord-est de Midway, avant que l'écran sous-marin de Yamamoto ne soit en place. Tout est prêt pour la bataille cruciale qui, pour Yamamoto, doit décider de l'issue de la guerre du Pacifique. Dans le golfe de Leyte, en octobre 1944, l'objectif de l'amiral Takeo Kurita est clair. Le débarquement allié doit être stoppé si le Japon veut survivre. Le plan tracé par Kurita et ses stratèges est tout aussi complexe que celui de Yamamoto à Midway. Sous les ordres de l'amiral Chisaburo Ozawa, un groupe venant du nord-est approchera du golfe de Leyte. Les 4 derniers porte-avions japonais en feront partie. Le rôle d'Ozawa est d'attirer la 3e flotte américaine commandée par l'amiral William Halsey, loin du golfe de Leyte. Ainsi, 2 autres forces japonaises pourront détruire la flotte de débarquement de l'amiral Thomas Kinkaid. Un groupe, commandé par Kurita lui-même,
se glissera dans le détroit de San Bernardino pour attaquer par le nord. Comme Yamamoto à Midway, Kurita fait flotter son pavillon sur le super cuirassé Yamato. Le deuxième géant, le Musashi, 3 autres cuirassés et 10 croiseurs lourds constituent le reste du groupe. Simultanément, un groupe comprenant 2 cuirassés et 3 croiseurs lourds fera route par le détroit de Surigao pour attaquer par le sud. À condition qu'Ozawa réussisse à attirer Halsey au loin, les forces combinées de Kurita devraient pouvoir écraser la flotte de débarquement. Mais Kurita joue gros, car la 3e flotte de Halsey est d'une puissance écrasante. 8 porte-avions, 8 porte-avions légers et 6 cuirassés modernes. 1700 avions contre les 117 d'Ozawa. Si Halsey mord à l'hameçon, la force navale d'Ozawa sera anéantie sans l'ombre d'un doute. Mais le sacrifice ne sera pas inutile, puisque les cuirassés de Kurita tomberont sur la flotte de débarquement de Kinkaid comme des loups sur un troupeau de moutons. Au contraire, les planificateurs américains sont sereins. Certains que les Japonais devront intervenir pour contrer le débarquement de Leyte, ils ne doutent pas que leur énorme supériorité navale repoussera toutes les attaques, à condition qu'ils ne fassent aucune faute directe. Mais leur système de commandement semble avoir été conçu pour faciliter la plus grande confusion. Car il n'y a pas de commandant en chef américain dans la région. Kinkaid est sous les ordres du général Douglas MacArthur, chargé de reprendre les Philippines. Mais Halsey rend compte à l'amiral Chester Nimitz très loin, à Pearl Harbor. Ni l'un ni l'autre n'a l'autorité pour coordonner les 2 flottes dans l'éventualité d'une attaque japonaise. À Midway en 1942, comme à Leyte en 1944, les Japonais doivent donc prendre l'initiative d'un engagement naval pour atteindre leur objectif. Les planificateurs américains n'ont qu'à attendre le déroulement des événements. Et pour ce faire, ils ont un avantage inestimable au niveau de la 2e règle de l'engagement naval. Trouver et fixer. La capacité d'une flotte de guerre à repérer son ennemi et à engager le combat ou à l'éviter est cruciale. La localisation de l'ennemi est fondamentale pour la flotte, à la fois avant son départ, mais aussi pendant qu'elle est en mer. Au début du XXe siècle, il était très difficile de localiser la flotte ennemie. L'aviation navale en était à ses prémices. Il n'y avait pas de satellite, les transmissions radio étaient balbutiantes. Donc, même si des petits navires éclaireurs repéraient l'ennemi, au moment où la nouvelle arrivait à l'escadre principale, celui-ci pouvait s'être réfugié en lieu sûr. Ni l'amiral Yamamoto en 1942, ni l'amiral Kurita en 1944 n'ont conscience que leur ennemi a fait une découverte vitale en matière de localisation. Juste avant Pearl Harbor, les États-Unis ont percé le code secret JN-25 de la marine japonaise. Et au moment où débutent les opérations japonaises à Midway, une équipe, dirigée par le brillant cryptographe Joseph Rochefort, fournit à l'amiral Nimitz les détails du plan global de Yamamoto. Un instrument que seuls les Américains possèdent va également aider Nimitz. Les avions de reconnaissance à long rayon d'action basés à Midway. Depuis les années 20, les États-Unis ont identifié le Japon comme son adversaire le plus probable dans une guerre future et ont commencé à envisager les implications d'un conflit sur le plus vaste océan du monde. En 1933, la marine américaine énonce ses spécifications pour un hydravion patrouilleur à long rayon d'action. Ce qui donne naissance au Consolidated Catalina, qui vole pour la première fois en 1937 et entre en service en 1938. Avec un rayon de 3600 km, le Catalina peut patrouiller sur plus de 1500 km d'océan.
Le 30 mai, d'incessantes patrouilles d'hydravions Catalina balayent une vaste zone à l'ouest de l'île de Midway. Les Japonais n'ont pas de base terrestre assez proche pour utiliser leurs propres avions à long rayon d'action. Ils doivent compter sur les appareils de reconnaissance à court rayon basés sur leur porte-avions. Par conséquent, Yamamoto n'a qu'une idée très vague de la position des porte-avions américains. Le 3 juin, un Catalina repère l'armée d'invasion japonaise de Midway à environ 1000 km au sud-ouest de l'île. Simultanément, le groupe japonais du Nord lance son attaque sur les Aléoutiennes. Yamamoto s'attend à une réaction de la part du Nimitz. Il sera alors en mesure de trouver et de fixer son ennemi. Deux ans et demi plus tard, alors que les derniers bâtiments de leur flotte convergent vers le golfe de Leyte, les planificateurs japonais n'ont toujours pas compris que les Américains ont percé leur code. Mais plus par chance que par jugement, ils n'ont pas transmis leur plan de bataille global. Les forces américaines comptent sur un système d'alerte précoce formé d'avions, de sous-marins et de patrouilles de surface. Tôt le matin du 23 octobre, deux sous-marins américains repèrent un groupe de nombreux vaisseaux ennemis. C'est la force de frappe de Kurita. Les Américains ont trouvé et fixé la formation la plus puissante de la flotte ennemie. Dans le golfe de Leyte en 1944, comme à Midway en 1942, tout est en place pour deux des plus grandes batailles navales de l'histoire. Alors que leur flotte de combat se rapproche de l'ennemi, les commandants des deux camps affrontent un nouveau défi. La technologie, la capacité d'adaptation à des changements révolutionnaires est la troisième condition essentielle à une stratégie d'engagement naval. Pendant des siècles, les navires qui composent une flotte de guerre ont utilisé à peu près la même technologie. Ce sont des escadres de voiliers construits en bois et armés de canons chargés par la gueule. Ces derniers ont une portée d'à peine 1 kilomètre. Les navires doivent donc manœuvrer très près les uns des autres avant d'engager la bataille. Ils ne peuvent communiquer que lorsqu'ils sont à portée de vue, par pavillon ou signaux lumineux. À la fin du XIXe siècle, le développement du moteur, de la protection blindée et du canon à chargement par la culasse tirant des obus explosifs puis perforants révolutionne la stratégie navale. On peut combattre de beaucoup plus loin, d'aussi loin qu'on peut voir l'ennemi. Le repérage et le contrôle de canons tirant à plus de 15 km deviennent vitaux. Au Jutland, la grande bataille navale de la Première Guerre mondiale, les forces anglaises et allemandes engagent le combat à plus de 15 km de distance. La flotte anglaise est plus nombreuse et mieux armée que celle des Allemands, mais la technologie permet à ces derniers de couler davantage de bâtiments anglais. Leurs télémètres sont plus précis, leur blindage plus épais et les magasins à munitions mieux protégés contre les explosions. Mais durant la Première Guerre mondiale, trois innovations commencent à jouer un rôle important. La radio, qui permet aux flottes de communiquer sur des centaines de kilomètres. Le sous-marin, une petite embarcation capable de couler à la torpille les plus gros cuirassés. Et l'avion. En 1918, la marine anglaise construit le premier véritable porte-avions du monde, le HMS Argus. Dans l'entre-deux-guerres, les trois plus grandes nations navales du monde, l'Angleterre, le Japon et les États-Unis, construisent des porte-avions et apprennent à s'en servir. En 1939, l'Angleterre en possède 5, les États-Unis 7 et le Japon 10. Mais les stratèges de la marine ne savent toujours pas exactement comment les utiliser. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les puissants cuirassés semblent toujours être le noyau de toute flotte de combat. Mais en novembre 1940,
un événement survenu en Méditerranée orientale laisse présager que les bases technologiques sous-tendant les stratégies d'engagement naval sont en train de changer radicalement. 21 bombardiers torpilleurs bimoteurs Swordfish, hors d'âge, décollent d'un porte-avions anglais et détruisent la flotte italienne stationnée à Tarente. Un officier étudie de très près la victoire anglaise, l'amiral Yamamoto. Début 1941, lorsqu'il reçoit l'ordre de préparer la guerre contre les États-Unis, Yamamoto juge qu'une attaque surprise comme celle de Tarente est le moyen le plus sûr d'éliminer la flotte américaine du Pacifique. Yamamoto a toujours été un fervent partisan de la puissance aéronavale. Dans les années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale, il se bat pour que le Japon s'assure la suprématie dans ce domaine. Pas seulement par le nombre, en 1940 l'aviation impériale a 2 fois plus de porte-avions dans le Pacifique que les États-Unis, mais aussi par la qualité de son armement. Le chasseur naval japonais type, le Mitsubishi Zero Sen, surclasse le Grumman Wildcat de la marine américaine. Bien qu'il ne soit pas plus rapide que le chasseur américain, la maniabilité du Zero est exceptionnelle lors des combats aériens. Cette maniabilité a été acquise au prix de la protection du pilote et des réservoirs, ce qui pourrait constituer une faiblesse importante contre de nouveaux adversaires. Le bombardier en piqué Aichi ou Val et le bombardier torpillé en Nakajima, dit Kate, sont aussi considérés comme les meilleurs au monde. Les Américains eux-mêmes jugent leurs équivalents, le bombardier en piqué Douglas Dauntless et le bombardier torpilleur Devastator, comme dépassés. Le seul point faible des Japonais réside dans la conception de leur porte-avions. Il pourrait s'avérer fatal. On a porté peu d'attention à la capacité de survie. Un seul des 10 porte-avions japonais a un pont blindé. Les réservoirs et les magasins de munitions ne sont pas protégés et leur système de contrôle des dégâts rudimentaire. Au contraire, les porte-avions américains ont un épais blindage et sont conçus pour rester à flot avec d'importantes avaries. À Midway en 1942, la marine japonaise est bien plus imposante et mieux armée que la flotte américaine du Pacifique. Mais la technologie sous la forme du décryptage de code donne un grand avantage aux États-Unis. Dans le golfe de Leyte en 1944, la situation est complètement inversée. La marine américaine surpasse largement son adversaire à la fois en quantité et en qualité. Ces nouveaux avions sont imbattables. Le chasseur bombardier Vought Corsair, le chasseur Grumman Hellcat, le bombardier torpilleur Grumman Avenger et le bombardier en piqué Curtiss Helldiver. Tous surclassent de loin les quelques avions japonais restants. La question est de savoir si le commandant le plus faible, l'amiral américain Nimitz à Midway et l'amiral japonais Kurita à Leyte, va utiliser la tactique et l'entraînement, la 4e règle de base de l'engagement naval, pour faire pencher la balance. Près de 150 ans auparavant, à Trafalgar, la grande bataille navale de l'ère de la voile, l'amiral Horatio Nelson a démontré qu'un entraînement et une tactique supérieure peuvent permettre à une petite flotte sans avantage technologique particulier de battre une force plus importante. Mais à Midway et dans le golfe de Leyte, les disparités technologiques et numériques entre les flottes rendent une telle éventualité plus qu'improbable. Lorsqu'elles s'affrontent dans le Pacifique durant la Deuxième Guerre mondiale, les marines américaines et japonaises sont des forces navales supérieurement entraînées. Des deux côtés, les commandants ont étudié les implications de l'utilisation du porte-avions dans la guerre navale. En temps de paix, à tous les échelons, sur les cuirassés et les porte-avions, comme sur les destroyers et les sous-marins, les équipages ont affiné par d'incessants exercices leur compréhension des tactiques employées.
Mais la puissance aéronavale a grandement accru les complexités tactiques qu'affrontent les deux commandants et leurs équipages. Non seulement les batailles vont se livrer à l'avenir à de bien plus grandes distances, mais il faut récupérer les avions, les ravitailler en carburant et les réarmer avant qu'ils puissent repartir à l'attaque. Cela peut prendre plus d'1 heure aux équipages les mieux entraînés. Et pendant ce temps, aucun appareil ne peut atterrir ni décoller du porte-avions. Une question cruciale se pose également. Comment les avions doivent-ils être armés? Les torpilles et les bombes perforantes n'ont pas grande utilité sur des cibles terrestres. À eux seuls, les explosifs causent peu de dégâts aux cuirassés. Le champ des choix tactiques s'est étendu de manière déconcertante. Leur performance à la bataille de la mer de Corail, 1 mois avant le début de l'opération japonaise sur Midway, a démontré que les équipages de porte-avions et les pilotes américains ont un aussi bon moral et sont aussi bien entraînés que leurs adversaires. Ce n'est qu'au niveau numérique et technologique qu'ils sont défavorisés. Mais au cours des 2 ans à venir, la puissance aéronavale japonaise va s'effriter. Le Japon perd la majorité de ses irremplaçables équipages d'expérience, ainsi que des centaines d'avions dans une série de batailles aéronavales. La situation atteint un point si critique que les planificateurs japonais sont prêts à sacrifier leurs derniers porte-avions en les utilisant comme leurres pour permettre à leurs cuirassés d'atteindre la flotte de débarquement américaine. Il s'agit de savoir si la révolution technologique de l'aéronavale peut être battue par les astucieuses tactiques japonaises. Ensuite, le courage et l'entraînement de leurs commandants et de leurs équipages permettront-ils aux grands cuirassés japonais d'accomplir ce qu'on attend d'eux? En juin 1942, comme en octobre 1944, la marine impériale japonaise doit à tout prix gagner le pari sur lequel elle a basé toute sa stratégie. Chester Nimitz va-t-il tomber dans le piège au large de Midway? William Halsey fera-t-il honneur à son surnom de taureau? Chargera-t-il les leurs? Le moment décisif est arrivé. Sud-ouest de l'île de Midway, 3 juin 1942. Les avions de reconnaissance américains confirment que les forces ennemies comprennent au moins un porte-avions. Ouest du golfe de Leyte, 22 octobre 1944. Les sous-marins américains confirment que les forces ennemies qu'ils filent comprennent plusieurs cuirassés. Les amiraux Chester Nimitz à Midway et William Halsey à Leyte abordent l'élément le plus fondamental d'une stratégie d'engagement naval. Saisir l'occasion qui se présente pour frapper un coup décisif. Pour Chester Nimitz, en juin 1942 à Midway, le dilemme est immédiat. Est-ce là le plus gros des forces japonaises ou bien sont-elles encore quelque part au large? Les décrypteurs lui ont assuré que l'assaut principal viendrait de plusieurs porte-avions. Nimitz décide donc d'attendre avant de réagir. Son adversaire, l'amiral Yamamoto, a aussi un problème. Il sait maintenant qu'une partie de sa flotte a été repérée, mais il n'a toujours pas la moindre idée de la position des porte-avions américains. La question est encore plus urgente tôt le lendemain matin, après le lancement de la première attaque des forces aéronavales de l'amiral Nagumo sur l'île de Midway. À 7 heures, le chef d'escadrille rapporte que très peu d'appareils américains ont été pris au sol. Un deuxième raid est nécessaire. Nagumo doit-il lancer sa deuxième vague, qu'il garde pour attaquer les porte-avions américains dès qu'ils seront repérés, ou attendre? Ces avions sont armés de torpilles et de bombes perforantes pour détruire les navires ennemis. Il faut 1 heure pour les remplacer par des bombes explosives adaptées aux attaques au sol. Tandis qu'ils s'interrogent, ces porte-avions sont attaqués par des bombardiers venus de Midway. Il n'y a pas de dégâts, mais Nagumo décide d'achever la destruction de leur base sur l'île. Ses équipages opèrent le changement d'armement pour le deuxième raid. Bientôt, le dilemme de Nagumo s'aggrave. Un de ses avions de reconnaissance signale qu'il a repéré des bâtiments ennemis.
En attendant qu'il précise si des porte-avions en font partie, Nagumo décide de poursuivre le réarmement pour une deuxième vague de frappes terrestres. L'avion de reconnaissance ne tarde pas à rapporter qu'il n'y a aucun porte-avions. La décision de Nagumo semble justifiée. Mais à 8h30, des nouvelles dévastatrices arrivent. L'appareil de reconnaissance révise son rapport. Il y a au moins un porte-avions en vue. Nagumo doit prendre une décision critique. Les porte-avions américains sont une cible prioritaire, mais il faudra à ces équipages 1 heure de plus pour réarmer avec des torpilles et des bombes perforantes. Toutefois, il décide de le faire. Après une période d'indécision insoutenable, Nagumo a saisi l'occasion, mais au prix de 2 heures cruciales. Aura-t-il le temps d'attaquer? Ou les Américains frapperont-ils les premiers? Car pour les commandants tactiques des forces aéronavales américaines aussi, l'heure de vérité a sonné tôt ce matin-là. Eux aussi ont envoyé des avions de reconnaissance. Et à 5h34, l'un d'eux a signalé au moins 2 porte-avions japonais à environ 400 km au sud-ouest. L'amiral Raymond Spruance, commandant l'Enterprise et le Hornet, prend immédiatement ce cap pour réduire la distance avec l'ennemi. Tandis que l'amiral Frank Fletcher récupère ses avions de reconnaissance sur le Yorktown et le suit. À 7h52, Spruance lance sa première vague d'assaut. Des bombardiers torpilleurs Devastator, suivis de bombardiers en piqué Dauntless. Fletcher fait décoller ses avions 1 heure plus tard. À 9h30, les Devastators repèrent les porte-avions de Nagumo et lancent une série d'attaques. Sans escorte de chasseurs, les 42 appareils désuets sont décimés par les Zéros. Seuls 6 reviennent. Nagumo ne doute pas d'avoir repoussé l'assaut principal. En moins d'1 heure, le réarmement de ses appareils est terminé. Les 4 porte-avions japonais, leurs ponts encombrés de tuyaux de carburant et d'avions bourrés d'armes, virent sous le vent pour passer à l'offensive. Pendant ce temps, les bombardiers en piqué américains cherchent en vain les porte-avions japonais. Ils sont presque au bout de leur réserve lorsqu'ils repèrent un destroyer japonais se dirigeant vers le nord-est. Ils suivent ce cap. Et soudain, juste en dessous d'eux, les porte-avions japonais apparemment inconscients du danger. Les pilotes américains sautent sur l'occasion avec détermination et fondent sur l'ennemi. Les 5 minutes qui suivent changent le cours de la Deuxième Guerre mondiale. 4 bombes frappent d'abord le Kaga. Ces avions explosent, le carburant et les dépôts de munitions prennent feu. Puis l'Akagi est détruit juste au moment où un premier Zéro s'apprête à décoller. Enfin, le Soryu est réduit à une épave fumante. Les faiblesses inhérentes à la conception des porte-avions japonais s'avèrent fatales. Seul le Hiryu, qui navigue séparément, demeure intact. Les pilotes américains ont saisi l'occasion à la perfection. La bataille de Midway est un cas classique de capacité à exploiter une occasion temporaire. La grande qualité des aviateurs de l'aéronavale américaine, c'est que lorsqu'une occasion se présentait, ils savaient qu'elle serait fugitive et que s'ils ne l'exploitaient pas immédiatement, elle disparaîtrait. Et ils acceptaient les risques associés à leur décision. À 10h50, Yamamoto reçoit la nouvelle catastrophique. 3 de ses 4 porte-avions sont hors de combat. C'est maintenant à lui de saisir l'occasion. Existe-t-il un moyen de redresser la situation?
23 octobre 1944. Alors que ses cuirassés foncent vers le golfe de Leyte, l'amiral Kurita est pareillement ébranlé. Sans aucun avertissement, 3 de ses croiseurs d'escorte sont torpillés. Sachant qu'il a été repéré, Kurita continue sa route vers le détroit de San Bernardino. Tôt le lendemain matin, ces bâtiments subissent une féroce attaque aérienne de la 3e flotte de l'amiral Halsey. Les frappes se concentrent sur le super cuirassé Musashi. La distance entre celui-ci et le reste de la flotte ne cesse de se creuser. Et à 19h35, il coule, touché par au moins 10 bombes et 19 torpilles. Les avions américains signalent que Kurita a fait demi-tour. Halsey pense qu'il se retire. Et quand 1 heure plus tard il reçoit la nouvelle que la force de diversion d'Ozawa a été repérée, il est certain que Kurita ne représente plus une menace. C'est au tour de Halsey de vivre son heure de vérité. C'est sa chance d'infléchir le cours de la bataille en prenant une décision capitale. Pour l'amiral Kinkaid, l'heure a sonné aussi. Le matin du 24 octobre, des avions américains repèrent le groupe sud de Nishimura se dirigeant vers le détroit de Surigao. Certain que la puissante 3e flotte de Halsey est au nord de sa route et couvre le détroit de San Bernardino, Kinkaid n'hésite pas un instant. Il détache 6 cuirassés datant de la Première Guerre mondiale de son groupe d'artillerie de soutien pour bloquer le détroit de Surigao. Durant la nuit du 24 octobre, l'amiral Jesse Oldendorf aligne ses cuirassés devant la sortie du détroit. Dans l'obscurité, ses destroyers et ses torpilleurs lancent des attaques contre les bâtiments de Nishimura qui avancent en file. Un cuirassé et 4 destroyers japonais sont coulés. Devant, les restes de la flotte de Nishimura tombent sur Oldendorf. Il réalise le rêve de tous les amiraux au cours des siècles. Il pose la barre sur le T de l'ennemi. Tous ses canons peuvent tirer, alors que la plupart de ceux de l'adversaire sont gênés par les bâtiments qui les précèdent. En 40 minutes, la totalité de la flotte de Nishimura, à l'exception d'un seul destroyer, est anéantie. C'est la dernière fois que les cuirassés se livrent une bataille directe et l'un des engagements navals les plus efficaces de l'histoire. L'arrière-garde japonaise se retire dans la confusion. Oldendorf envisage une poursuite, mais sachant qu'il devra peut-être combattre pour protéger le débarquement, il fait demi-tour. Il fait bien, car Halsey a décidé de saisir sa chance et de jouer son va-tout. Durant la soirée du 24 octobre, il rassemble son énorme flotte et la dirige au nord pour affronter la force de diversion d'Ozawa. L'hameçon de Kurita a été avalé avec la ligne et le flotteur. Bizarrement, Halsey le taureau signale qu'il forme également ses 6 cuirassés en un groupe séparé. À cette nouvelle, Kinkaid suppose non sans raison que Halsey envoie ses cuirassés garder le détroit de San Bernardino. C'est donc un choc terrible à l'aube du 25 octobre, lorsque les hommes de Taffy 3, le plus au nord des 3 groupes de soutien aérien de Kinkaid, voient le puissant Yamato et 3 autres cuirassés japonais venir sur leurs 6 petits porte-avions d'escorte. Leurs avions sont armés pour des opérations terrestres, qui n'auront aucune efficacité contre la puissante flotte japonaise. Durant la nuit, tandis que Halsey fonçait au nord sur la force de diversion d'Ozawa, Kurita a viré de bord. Sa stratégie semble avoir réussi. Kinkaid et sa flotte de débarquement sont à sa merci.
Kurita va-t-il saisir l'occasion pour achever sa mission? Deux ans et demi plus tôt, à Midway, son prédécesseur, l'amiral Yamamoto, devait se poser la même question. À Midway en 1942, comme dans le golfe de Leyte en 1944, les commandants japonais abordent la phase finale et décisive de l'engagement naval. La fin de partie. Le moment où un commandant doit décider de jouer le tout pour le tout ou de préserver sa flotte. En 1942, Yamamoto va-t-il retourner la situation après la perte de 3 de ses porte-avions? En 1944, Kurita va-t-il saisir l'occasion alors que le gros des forces ennemies est au loin? À Midway, bien qu'il soit assommé par la soudaineté du coup, Yamamoto a encore 5 porte-avions et 5 cuirassés. D'après ce qu'il sait, il n'y a que 2 porte-avions américains et pas de cuirassés. La chance est encore avec lui et bientôt, il n'en doutera plus. Le Hiryu, seul survivant de sa flotte de porte-avions principale, a déjà lancé un raid contre les bâtiments américains. À midi, le 4 juin, des avions du Hiryu localisent et pilonnent le Yorktown. Au bout de 3 heures, on ordonne à l'équipage d'abandonner le navire. Mais c'est le dernier acte de défi du Hiryu. À 17 heures, alors qu'il prépare une autre frappe, les bombardiers en piqué du Hornet et de l'Enterprise le prennent par surprise. En quelques minutes, il est irréparablement endommagé à son tour. Le lendemain, il est sabordé. Yamamoto sait que la partie est finie. Il réalise que malgré la destruction du Yorktown, il doit y avoir encore 2 porte-avions américains dans le secteur. Ces cuirassés sont vulnérables aux attaques de leurs appareils et de ceux venus de Midway. Son adversaire, Chester Nimitz, connaît aussi la règle du jeu. Il se retire hors de portée. Sa flotte a réussi au-delà de ses espoirs les plus fous. Il est inutile de lui faire courir d'autres risques. Il fallait avoir vu la remarquable riposte graduée de l'amiral américain Nimitz pour y croire. Très vite, en l'espace de 3 ou 4 minutes, les Japonais sont passés de l'offensive à la défensive. À contre-cœur, Yamamoto ordonne au reste de sa flotte de se retirer. Sa stratégie est en miettes. 5 minutes foudroyantes au large de Midway ont anéanti à jamais la puissance navale japonaise. Dans le golfe de Leyte en 1944, à l'aube du 25 octobre, Kurita s'apprête à donner le coup de grâce. L'amiral William Sprague, commandant de Taffy 3, affronte calmement son heure de vérité. Il répond de l'armée pour masser ses porte-avions aux officiers d'artillerie japonais. Ces destroyers lancent des torpilles pour tenir l'ennemi à distance. Les actions pleines de bravoure de ces petits bâtiments coulent 3 croiseurs d'escorte de Kurita. Les Américains perdent leur porte-avions d'escorte, le Gambier Bay, et 3 destroyers. Bien qu'inefficaces, sans bombes perforantes, les appareils des porte-avions d'escorte attaquent les cuirassés japonais pour faire diversion. Pendant ce temps, le patron de Sprague, Kincaid, tente désespérément de découvrir où sont passés Halsey et la flotte qui devait couvrir son flanc nord. C'est alors que soudain, à sa stupéfaction, après 2 heures de combat, Kurita fait demi-tour. La férocité des attaques aériennes américaines l'a convaincu que les porte-avions de Halsey sont tout proches. Il décide de se retirer. S'il avait poursuivi ne serait-ce qu'un moment, Kurita aurait probablement totalement détruit la flotte de Kincaid. Son incapacité à saisir l'occasion gâche la dernière et la meilleure chance du Japon de stopper l'invasion des Philippines. Tandis que Kurita se retire au nord, Halsey court toujours après les porte-avions d'Ozawa, ignorant les appels à l'aide répétés de Kincaid. À 10 heures, l'amiral Nimitz reçoit le message suivant.
Où est, je répète, où est le groupe de combat 34? Le monde s'interroge. Halsey s'aperçoit alors qu'il a mal interprété la situation et il renvoie ses cuirassés. S'il l'avait fait au premier message de Kinkaid, il aurait pu intercepter la flotte de Kurita. Mais il est trop tard et celui-ci s'échappe. Lot de consolation, Halsey termine le travail commencé à Midway en coulant les 4 derniers porte-avions japonais. Les engagements navals de Midway en 1942 et du golfe de Leyte en 1944 soulignent la complexité d'une telle stratégie. Les 2 fois, les Japonais ont un objectif clair, détruire la flotte ennemie. Mais ils choisissent des plans très compliqués. Au contraire, les commandants américains ne doivent réagir qu'après avoir trouvé et fixé leur ennemi. À Midway, sur ce point, Nimitz a un immense avantage. Ses décrypteurs lui ont permis de connaître la stratégie adverse. À Leyte, Halsey et Kinkaid ont été prévenus largement à l'avance par leurs avions de reconnaissance. Au contraire, ni Yamamoto à Midway, ni Kurita à Leyte n'ont d'idée précise de la position de l'ennemi. Sur les points technologie et tactique et entraînement, la situation a changé radicalement au cours des 2 ans et demi qui séparent les 2 batailles. À Midway, le nombre des navires et la qualité des avions de Yamamoto surpassent largement ceux de Nimitz. À Leyte, les forces de Kurita sont plus faibles à tous les niveaux. Dans les 2 batailles, l'adversaire le plus vulnérable doit compter sur son talent pour saisir l'occasion. À Midway, Nimitz et ses officiers ont brillamment saisi leur chance. À Leyte, la stratégie de Kurita semble fonctionner quand Halsey tombe dans le piège et laisse la flotte de débarquement américaine pratiquement sans protection. Dans la fin de partie, Nimitz prend soin de ne pas risquer sa brillante victoire de Midway en exposant sa flotte à des contre-attaques de Yamamoto. Kurita se retire et sauve quelques bâtiments. Mais la marine impériale ne pourra plus faire grand-chose pour stopper l'avance irrésistible des forces américaines. Pour une fois, il aurait mieux valu que le commandant enfreigne l'une des règles de base de l'engagement naval et qu'il se batte. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la complexité des stratégies de bataille navale n'a cessé d'augmenter. Les nations cherchent toujours à dominer les océans. Mais savoir quel est l'élément vital d'une flotte de guerre devient plus difficile. Est-ce toujours le porte-avions géant, qui peut être menacé par un sous-marin nucléaire, un missile relativement bon marché, ou même un canot automobile bourré d'explosifs? Au XXIe siècle, on peut imaginer des forces antimarines qui combineraient l'utilisation de mines, de missiles téléguidés à longue portée, d'observation par satellite et diverses formes d'espionnage comme moyen d'attaquer les flottes en mer. Ce qui signifie que l'ère de la guerre navale est terminée, que les batailles rapprochées entre flottes ennemies ont été remplacées par le combat de l'antimarine contre la marine. Reste donc à savoir quelle forme prendront les engagements navals dans le futur. Mais il n'est pas douteux que les nations continueront à utiliser l'une ou l'autre version de cette stratégie pour parvenir à dominer les mers.